tu me réponds oui à cette question-là, oui, moi, je suis prêt à tout donner, tout, parce que j'en mange, parce que je suis dingue de ça, parce que c'est ce qui me fait vivre, je conseillerais à cette personne-là, jeune ou moins jeune, à ce moment-là, tu n'écoutes personne qui va te dire d'abord de laisser ça parce que tu vas ne rencontrer que des gens qui vont te dire d'abandonner. Bonjour et bienvenue à Cinéritage, le podcast qui place l'artiste au cœur du sujet. Ici, les pros du cinéma vous dévoilent leur façon de travailler. Cinéritage est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous passez par YouTube, pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Merci à l'INIS, partenaire présentateur de Cinéritage. Bonne écoute! Ben d'abord, bienvenue Isabelle, je suis trop contente de parler avec toi. C'est réciproque, merci Vanessa. Donc Isabelle, tu es une réalisatrice québécoise de films de genre. Oui. Tu as autoproduit autour d'une vingtaine de courts-métrages, pour la plupart, donc fait le tour du monde, puis tu as récolté quand même pas mal de prix jusqu'à présent. Oui. On m'a dit que tu avais eu aussi des rétrospectives, c'est vrai? Oui, en fait, ça c'est peut-être la chose la plus belle puis paradoxale, c'est que j'étais encore en train de bûcher pour faire mon premier long. On me fait des rétrospectives. Alors ça, d'habitude, on fait ça à des gens qui ont quand même une filmographie assez imposante derrière eux, ou des gens qui sont décédés. Donc, c'est souvent un hommage, une rétrospective. Alors, je trouve ça un petit peu... Oui, donc j'en ai eu une en France, 2 à Montréal, 3 à Québec. Quand même, c'est pas rien. Ouais, non, mais c'est ironique, je trouve. Parce que je suis comme, je veux faire mon premier long, arrêtez de faire des rétrospectives dans mes cours, je veux faire mon premier long. Il y en aura d'autres. Oui. Donc, en ce moment, tu en es où, là? Parce que tu avais reçu une bourse pour justement développer ton deuxième long-métrage. Oui. Hors piste, c'est ça? Exactement. Ben là, c'est sûr que la COVID, ça a vraiment foutu pas mal de trucs sur le respirateur artificiel, là, comme je dis. Mais moi, d'abord, pendant des années, ma priorité était surtout était sur les oubliés. Et il y avait l'écriture en parallèle vers les dernières années, lorsque j'ai reçu les bourses, pour développer justement un deuxième long-métrage qui s'appelait Hors piste, qui à l'époque était vraiment un trailer horreur, inspiré du conte pour enfants Hansel et Gretel. À l'époque, c'était ça. Là, je suis au parachèvement présentement de l'écriture de ce scénario-là, donc c'est un scénario qui est pratiquement... En fait, officiellement, on est en version finale, mais j'ai décidé de prendre une tournure un peu différente avec ce projet-là. Et là, on commence justement, on va devoir regarder ça, les dépôts en production, quelle stratégie on adopte, comment on décide qu'on fait ça. Justement, là, la COVID, pas compromet, mais ça nous pousse à être plus prudents parce que les mécanismes d'analyse ont changé à la CEDEX. Ce n'est plus comme avant. C'est ça, ça a bousculé beaucoup de choses, hein, cette pandémie, ouais. Oui, il y a eu plusieurs projets, tu vois, comme tous les projets qui devaient être tournés en 2020, il y en a plusieurs qui ont été postponés en 2021. Ceux qui devaient être tournés en 2021, ben là, c'est comme repoussé en 2022. Les sorties de films en salle, ça n'arrête plus d'être reporté. Ouais. Donc, pour des dépôts en production, c'est ça, là, il faut qu'on regarde ça sérieusement, comment on va procéder. Parce que, en même temps, les gens continuent de déposer en développement, donc la roue continue de tourner, quoi. Exactement, oui, mais bon, ça va être plusieurs adaptations pour les années à venir, là, j'ai l'impression. Si tu permets, la partie, en tout cas, c'est une partie que j'aime beaucoup, là, dans cette émission, c'est qu'on va rentrer avec toi dans ton bureau. C'est vraiment juste pour voir, tu sais, de plus près comment toi, tu travailles sur tes films. Donc, à la base, bon, évidemment, sachant que notre industrie a souvent peur de prendre des risques dans le financement de films de genre, ça reste quand même plus difficile. Est-ce que dans ce contexte-là, quand toi, tu commences l'écriture d'un film, est-ce que tu as tendance déjà à t'auto-censurer en ayant comme pensée, « Oh non, ben ça, je vais pas l'écrire, je le sais que j'aurai pas assez de financement ou ça, c'est pas possible » ou tu laisses aller tes idées complètement, tu couches tout ça sur papier puis tu dis, je vais me poser ces questions-là après. Comment tu procèdes? Je suis super contente que tu me poses cette question-là parce que je sais pas qui va écouter ça, mais peut-être que j'espère que ça pourrait avoir potentiellement un écho. Oui. Parlant en mon nom, je peux juste dire que je connais beaucoup de réalisateurs et réalisatrices qui pourraient dire exactement la même chose que moi. Ta question est hyper pertinente, Vanessa, je t'explique. Quand j'ai écrit mes courts-métrages, quand j'ai produit mes courts-métrages, moi, j'ai jamais eu de fric pour faire mes courts-métrages des institutions. Alors, ouais. Moi, c'est plus récent pour moi tout ça, la machine, la grosse machine. Là. Quand j'écrivais mes courts-métrages,
il n'y avait aucune censure. OK. C'est sûr que, bon, moi, je suis scénariste depuis de nombreuses années, puis je l'explique dans mes coachings aussi parce que je fais du coach d'écriture. C'est sûr qu'on dit toujours qu'il faut pas penser à un budget parce que il y a deux volets dans ta question. Il y a le volet budget, mais il y a aussi le volet se censurer dans le contenu en tant que tel, là. Pour ce qui est du budget, c'est sûr et certain que même si en temps normal, on ne devrait pas tenir compte, ça, c'est pas juste vrai pour un film de genre, là, c'est vrai pour n'importe quel film. On dit qu'il ne faut pas tenir compte du budget, c'est vrai. Par contre, quand on arrive pour demander du financement, donc des fonds publics dans le cas du financement au Québec, des fonds pour faire nos films, oui, il faut tenir compte du budget. Je m'excuse, mais si tu t'en vas, comme moi, par exemple, ça serait mon premier film. J'arrive avec une reconstitution historique avec 400 figurants, puis une scène de pirates avec des bateaux. Ouais. C'est peut-être super beau sur papier, là, mais dans la logique, là, les chances que ce projet-là passe là, sont de 0,0000000%. Ouais. Donc, jamais. Maintenant, pour le long métrage, là où je suis contente que tu me poses la question, c'est que j'ai été habituée à ne jamais me censurer. Le seul film où j'ai dû me censurer en court-métrage parce que je ne trouvais pas de comédien pour jouer dans le film, c'était La Table. Ah oui, OK. Mettre beaucoup, beaucoup d'eau dans mon vin avec ce scénario-là. Maintenant, alors ceux qui trouvent ça un petit peu, mon Dieu, j'aime pas le mot choquant parce que je trouve tellement qu'on est rendu frileux, là. Je trouvais ça un petit peu choquant. Ben, mon Dieu, j'ose pas imaginer comment il aurait jugé le film si j'avais fait le scénario tel qu'il était conçu au départ. OK. Par contre, en long métrage, je te dirais, avec tout ce qui s'est passé aussi avec Les Oubliés, je regarde qu'est-ce qui se passe avec d'autres réals autour de moi, des réals connus aussi dont je vais taire les noms. Ouais, t'en viens à te censurer. Puis je trouve ça vraiment triste parce que on se dit que si on inclut telle ou telle chose dans nos scénarios, ou si on essaie d'avoir telle approche, on se dit qu'on va tout de suite frapper un mur. Alors déjà que le mur, on l'attend, même avec en mettant énormément d'eau dans notre vin, on sait qu'en arrivant avec un film de genre, on arrive pratiquement devant un mur infranchissable. Okay. Alors, c'est sûr qu'au niveau de l'écriture, ouais. Mais j'étais pas comme ça avant. Je dirais qu'en ce moment, j'ai décidé de ne pas le faire. OK. Tu y arrives. J'ai une formule qui est beaucoup plus, qui est moins pointue qu'est-ce que c'était et ce n'est plus dans une niche vraiment horreur. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai assoupli mon écriture. Mais cette première version-là de hors-piste, là, absolument, oui. Beaucoup d'eau dans mon vin, beaucoup de censure. On évite des mots, on évite des descriptions pour être sûr de peut-être, en fait, se donner toutes les chances de notre bord. Mais je te pose la question comme ça, là, tu sais, puis en même temps, j'ai pas envie de vider le Québec de tous nos artistes, là, mais t'as-tu quand même déjà pensé, tu sais, aller faire ton métier ailleurs? Oui. OK. Oui, souvent. Par contre, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que on n'a pas de... Moi, je dirais bien ça. On n'a pas de... Je te dirais, ça aurait peut-être été vrai à une certaine époque. Maintenant, essayer d'aller tenter ma carrière aux États-Unis, par exemple. Ouais. D'abord, avoir un visa pour travailler là-bas, on n'y pense même pas. Ouais. Et ensuite, la compétition, elle est terrible. Voisin du Sud, alors faut pas penser qu'on est plus qu'il y a moins de compétition ici là, ou là-bas. L'herbe n'est pas plus verte nulle part. Je regarde en France, en Belgique, je regarde même ici. Moi qui est une fan d'horreur italien, on regarde la scène du cinéma de genre en Italie depuis de nombreuses années. Il n'y a rien de mieux là-bas. Là. Donc, c'est vraiment une game, je pense, chacun pour soi. Chaque pays a ses propres règlements. Nous aussi, bon, on peut chialer, on a ci, on a ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas un système qui est parfait. Maintenant, il faut composer là-dedans. Et puis, comme je dis souvent depuis quelques années, parce que faut s'agir un peu aussi dans tout ça, c'est que ici, ben c'est peut-être là où justement c'est plus difficile, c'est que comme ce sont des fonds publics, c'est beaucoup plus difficile de faire passer certains genres tout court. Ouais. Et il y a aussi cette espèce de crainte-là, je ne sais pas encore à quoi c'est attribuable, là, une crainte que le cinéma de genre, quand on pense à genre, on pense beaucoup à horreur, mais je précise qu'il y a quand même plusieurs autres genres. Là. On a tendance à penser que le public québécois ne sera pas au rendez-vous avec des productions de genre. Alors, je te dirais que oui, pendant des années, moi, j'ai voulu aller travailler ailleurs, mais en même temps, on a une chose, par exemple, ici, je trouve. C'est peut-être à notre avantage, c'est que justement, on a une saveur qui est particulière au Québec.
aux États-Unis ou même dans le Canada anglais. C'est tous des Anglais, finalement, qui ont rien qui les distingue les uns des autres. Au Québec, je trouve qu'on a quand même cette distinction-là de par notre langue, de par notre culture francophone. Je trouve qu'il est intéressante, qui fait qu'on se démarque. Isabelle, as-tu des routines quand tu écris un film? Des étapes vraiment précises à chaque fois que tu écris? Si tu décortiques ta façon de travailler? Moi, je suis une personne qui est très spontanée. OK. En fait, moi, ça part souvent je vais dire maintenant, parce qu'avant, c'était pas le cas, là, mais je vais dire, mettons, depuis Fantasme, depuis peut-être 2007-2008. Ça me vient, en fait, ça vient tout seul, tout simplement. Et c'est souvent suite à des moments parfois difficiles. Il y a des idées comme ça qui émergent, j'ai des flashs, j'ai des idées, je mets ça un peu sur papier. Et si j'ai quelque chose qui me fait suffisamment bander, je m'excuse d'être cru, mais c'est ça, quelque chose qui me fait suffisamment bander, puis qu'après une couple de jours, je me dis encore, ouais, ok, vraiment, ça me parle. À ce moment-là, je couche tout sur papier. J'ai pas de routine en tant que telle. J'essaye de pas en avoir non plus parce que je sais qu'on en a toute une de base, mais j'aime pas trop la routine. Okay. En fait, j'y vais beaucoup par instinct, par intuition. À un moment donné, je sens là, vraiment que c'est en ébullition dans la tête, ça bouge beaucoup. Là, je pars jusqu'à temps que... En fait, j'écris jusqu'à temps que je sois plus capable d'écrire, tout simplement. Je l'ai déjà fait, de faire plus que des 24 heures d'écriture en ligne parce que j'étais hyper inspirée. Et puis après ça, à un moment donné, ça peut être le vide pendant plusieurs jours, des fois même plusieurs semaines. C'est hyper angoissant. J'ai malheureusement pas cette habilité, comme certaines personnes, d'écrire sur commande là, vraiment facilement, là, puis de faire OK, moi, je fais 40 pages aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai de la misère à faire ça, moi. Par contre, quand je pars, je pars. Watch out. OK. Puis t'arrêtes pas, là. Tu continues quand tu es sur un élan, là. Tu go, tu laisses sortir. En ce moment, justement, c'en est un là, au niveau du parachèvement. Hors piste, il n'y a pas de journée où je travaille pas dessus. Sauf que je suis perfectionniste, donc à chaque fois que je réécris, je me relis, je revise, les coquilles, est-ce que les dialogues pourraient être mieux formulés? Soit je m'enregistre pendant la lecture des dialogues en attendant d'avoir les acteurs pour me donner une idée. Donc, ouais, je suis assez maniaque, je dirais. La réécriture, moi, c'est plus long que l'écriture, en fait. C'est plus difficile pour toi, cette étape. Ben, ce qui est difficile, Vanessa, puis ça revient un peu à ce que tu disais tantôt quand tu parlais de censure, c'est que si je savais que j'écrivais ce film-là et puis que j'allais avoir de l'argent privé ou que, bon, j'avais un producteur qui allait me backer et qu'on n'a pas à passer par des processus de sélection où on doit d'abord séduire un lectorat, un jury qui est d'abord un lectorat. Ça aussi, c'est quelque chose qui est un petit peu absurde au départ, mais c'est quand même ça. C'est que on le sait, un scénario, évidemment, c'est révélateur. Souvent, quand ça passe pas sur papier, c'est très rare que ça passe à l'écran. Par contre, faut pas oublier qu'un scénario, à la base, c'est un outil de travail. Une fois que ton argent, tu l'as, ben ton scénario, je suis désolée, mais peu importe comment tu l'as écrit, puis peu importe que ce soit beau ou pas, ou cute ou pas, ben il va y avoir plein de copies de ça qui vont traîner sur un plateau de tournage avec des taches de café dessus, puis il y a plein de monde qui vont l'avoir entre les mains pour toutes sortes de raisons, les accessoires, les acteurs pour leur réplique, le directeur photo pour le first AD pour le découpage des scènes, etc., etc. Donc, mais à la base, quand on soumet, ben il faut d'abord séduire un jury avec un scénario, donc le rendre très attrayant, très dynamique à la lecture. On procède pas nécessairement, je procède pas nécessairement comme je voudrais procéder, mais là, on sait qu'on a affaire à être sélectionné par un jury. Alors, il faut mettre beaucoup d'énergie au niveau de la réécriture. Il faut aussi mettre beaucoup d'énergie en pensant à ça. On doit être sélectionné. Alors, le scénario doit être en béton. Il doit être... ben, faut pas qu'il y ait de faille, en fait. Non, c'est ça. Tu as toujours cette espèce de regard derrière ton épaule, c'est ça? Tu le sens? Oui, absolument. Okay. Tout le temps même. C'est assez lourd, en fait, je dirais même. OK. As-tu déjà essayé des trucs comme pour essayer d'évacuer ça, de dire, je le sais que c'est difficile et tout, mais penses-tu qu'il y a des trucs qui existent? Exutoire, non. J'essaie quand même de garder mon style, de pas, je veux pas me prostituer ni rien. En même temps, je veux me donner toutes les chances aussi. Je veux dire, j'ai plus 20 ans, là. J'ai pas envie de jouer, là. J'ai rien à prouver, j'ai rien à provoquer. Ces gens-là ne me doivent rien. L'État ne me doit absolument rien. C'est un très grand privilège de faire du cinéma au Québec. Ouais. C'est des fonds publics. Écoute, essaie d'imaginer, là. Moi, je fais mon long, là. C'est des fonds publics en partie qui font en sorte que moi, je peux réaliser ce que j'ai dans ma tête, dans mon imaginaire
et même pouvoir le présenter dans des festivals et devant un public. Je veux dire, c'est vraiment un grand privilège, là. C'est un métier de rêve. Alors, tenant compte de ça, ben, je pense qu'il faut garder en tête que ça fait partie de la game. Les exutoires, j'en ai parce que c'est pas tant pendant l'écriture, moi, je dirais. C'est plus après ça quand tu arrives pour faire les demandes. Des fois, c'est extrêmement douloureux parce que, ben, faut que les gens le sachent, hein. C'est long faire un film au Québec, hein. On peut calculer un bon 5 à 6 ans entre le moment où on a peut-être une première version de scénario, là, et qu'on peut dire, OK, let's go, on a une copie, on a un rough cut, puis, ou en tout cas, on a une version de montage assez avancée. C'est quand même beaucoup, 5-6 ans, donc on peut parler peut-être de 2 films par année, donc 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup dans une vie, donc il y a ça qui est très dur, Vanessa aussi, je te c'est dis. beaucoup, oui. Moi, je regarde depuis le temps que je suis là-dedans, bon, le temps passe, je regarde autour de moi, il y a énormément d'amis, moi, qui étaient bourrés de talent, qui avaient fait des films hallucinants, qui avaient scoré en festival. Ils ont tous abandonné, quoi, parce que justement, c'est le fameux temps, à un moment donné, ça te rattrape. À un moment donné, il y en a qui veulent des enfants, il y en a qui se disent, ben là, moi, je fais pas d'argent, je suis pas capable de me trouver d'emploi là-dedans, j'ai pas de financement pour mes projets, alors je fais quoi? Et là, ben, c'est les choix déchirants parce que la plupart de ces personnes-là, puis je m'inclus là-dedans, ben, c'est ce qui nous fait palpiter, c'est ce qu'on adore, on dévore de ça, on est moi, je me considère comme une artiste avec un A majuscule. La création, c'est au centre de ma vie. Ouais. Donc, juste d'envisager, j'en ai fait plein, moi, de jobs. Là, je gagne pas toujours ma vie. Là, en coaching d'écriture, j'ai réussi à me trouver des contrats aussi un peu en montage, des tournages privés, des trucs comme ça. Mais je pense que je suis une fille super flexible puis que j'apprends vite parce que je suis vraiment une fille au milieu d'un métier. Là. Fait que je pense que tout ça, c'est fait en sorte qu'à un moment donné, le monde sont juste j'abandonne. Fait que je te dirais que les exutoires, c'est relatif parce qu'il y en a comme un peu tout le temps parce que le parcours est vraiment difficile. Donc, on parle pratiquement est-ce qu'on parle de force mentale dans ce temps-là? As-tu l'impression que tu as une force mentale élevée dans le sens que tu es capable de passer à travers ces étapes et justement jamais baisser les bras parce qu'il y a vraiment quelque chose qui t'habite là en toi pour te dire que, OK, je le sais que le prochain, ça va me prendre encore 6 ans, mais c'est plus fort que moi, là, il faut que je le fasse. Je te dirais, Vanessa, si tu m'avais posé cette question-là, il y a une couple d'années, je t'aurais répondu que au niveau de la force mentale, que je réalise peut-être pas vraiment ça. Okay. Aujourd'hui, je te dirais que je sais pas si on peut parler de force mentale ou de folie. Je sais pas trop, en fait. Je te dirais que moi, dans mon cas, la force mentale, elle est conditionnée par un instinct de survie. La vie est très dure. C'est important d'avoir, je pense, des buts, des rêves dans la vie pour nous garder en vie. Moi, j'ai pas d'enfant, je suis pas mariée. Bon, c'est un gros gambling depuis mes 22 ans que ça brûle en dedans de moi. La réalisation, la scénarisation, faire des films, faire du cinéma. Et puis, je te dirais, depuis très longtemps, il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'ai envie de tout sacrer ça là, parce que je suis à bout, mentalement, physiquement. Je repense encore aux oubliés qui ont été grillés au Québec en financement. Ça a été encore aujourd'hui, je pourrais pleurer sur commande en parlant de ça, tellement je me suis donné. Ma productrice, c'est la même chose. Je pense à tous les comédiens qu'on avait. C'est hallucinant, là. Je veux dire, c'est un projet qui est des milliers, là, au moins, je l'avais calculé, là. Il y a plus de 6000 heures d'écriture dans ça. Je te dirais, oui, aujourd'hui, je réalise qu'il y a une force mentale, mais je pense que la force mentale, d'abord, elle n'est pas acquise. Il y a des gens autour de moi que s'ils n'étaient pas là, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Ces gens-là, en général, sont là pour me dire, t'es tellement proche du but. Et ma mère, moi, qui était toute ma vie, qui est décédée il n'y a pas si long, qu'on avait une relation très fusionnelle, elle et moi. Même elle qui n'a jamais vraiment compris pourquoi j'abandonnais pas ce métier-là qui ne me donnait rien en retour. Je travaillais pas là-dedans, je me trouvais pas d'emploi, j'avais pratiquement que des refus en financement. Je songe d'ailleurs beaucoup là, à faire mon premier long de façon indépendante, peut-être à cause de ça aussi. Je me rappelle de ma mère qui, à l'aube de sa vie, m'avait dit t'es tellement près du but. Tu dis que tu t'es pas encore envolé, mais tu t'es déjà envolé.
faut que tu vises plus haut maintenant. Ouais. Et c'est pas le temps d'abandonner parce que tu es trop près. Et c'est ce que d'autres personnes me disent, mais je te le dis honnêtement, il n'y a pas une semaine qui passe sans que je me dise, OK, est-ce que je m'en vais me prendre, mettons, un diplôme d'études professionnelles, je me revire de bord. Quand même, ça te traverse l'esprit quand même de temps à autre. Oui. Ben écoute, moi, comme je disais, j'ai fait presque 6 années d'université. Ouais. J'ai 2 diplômes universitaires en cinéma, un en scénarisation. J'ai mon bac plus en filmmaking à Concordia. Ouais. Je me dis, bon, concrètement, moi, je vis dans la pauvreté depuis très longtemps. En fait, depuis que je suis à Montréal. Il y a ça aussi qui joue beaucoup. Là, ça, je dirais que dans la force mentale, il y a ça aussi, c'est que le fait de pas encore être où je voudrais être rendu ou de me trouver d'emploi là-dedans. Et quand on veut faire développer des productions, ben, il faut quand même être pas mal à temps plein là-dedans. Donc, tu peux pas avoir nécessairement un job, tu fais du 40-50 heures semaine de bureau, puis à temps partiel, tu développes un long métrage. Pas un B pour moi, le faire du cinéma, là. Alors, je te dirais que moi, ce qui me conditionne principalement, c'est ça. C'est que je me suis dit, le jour où, à moins que je meure par accident puis que j'avais pas le temps de penser à ça, là, mais le jour où moi, je vais être à l'aube de ma vie, puis j'ai toujours senti que j'allais mourir jeune, je sais pas pourquoi, je me disais, qu'est-ce que je vais vouloir, à quoi je vais vouloir penser quand je vais être rendu à ce moment-là charnier de ma vie. Et je me suis dit, est-ce que je vais vouloir penser à tout ce que j'ai en banque, les promotions au travail, la grosse maison, bon. Est-ce que je vais vouloir penser à ça ou je vais vouloir me dire, ton rêve, ton grand rêve, celui que tu avais déjà quand tu étais une petite fille, cet univers-là que tu embrassais déjà à pleine bouche, à plein bras, ben, tu n'auras jamais lâché parce que c'est ce qui faisait vibrer ton cœur et c'est ce qui donnait aussi un sens à ta vie. Ouais. C'est ce qui donne un sens à ma vie. C'est ce qui fait que je ne lâche pas. Mais ça ne veut pas dire que j'y pense pas. Un jeune là, qui veut débuter là, sa carrière dans le métier, vraiment là, en cinéma de genre, là, Ouais. tu lui donnes quoi comme conseil? Je lui donnerais pas en fait, moi, j'aurais peut-être un conseil, mais je lui poserais surtout une question. OK. La question, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ça? Jusqu'où tu es capable, jusqu'où tu veux t'investir dans ça? Si tu veux quelque chose de relativement rapide, tu fais ça pour faire de l'argent, tu fais ça pour avoir une notoriété, tu fais ça pour, bon, peu importe la raison, sac cela tout de suite, t'es pas à la bonne place. Tu vas, à moins d'être chanceux, parce qu'il y en a, comme il y a heureusement des exceptions pour qui ça se passe plus facilement avec un peu plus de soleil. Ouais. Mais pour les autres, c'est pas le cas du tout. Donc, je dirais à cette personne-là, c'est un métier qui te demande tout. C'est une maîtresse jalouse, possessive. Si tu n'es pas prêt à tout donner à ça, ne t'en vas pas là-dedans. Tu ne vas sortir que encore plus brisé et désillusionné de tout, du système, de toi-même, du cinéma en général. Par contre, le conseil que je donnerais, c'est si tu me réponds oui à cette question-là, oui, moi, je suis prêt à tout donner. Tout. Parce que j'en mange, parce que je suis dingue de ça, parce que c'est ce qui me fait vivre, un peu comme ce que j'ai moi de te dire. Je conseillerais à cette personne-là, jeune ou moins jeune, ben à ce moment-là, tu n'écoutes personne. Personne qui va te dire d'abord de laisser ça parce que tu vas ne rencontrer que des gens qui vont te dire d'abandonner. Si c'est pas tes parents, ça va être tes amis proches qui vont voir que ça avance pas aussi vite. Ils vont dire pourquoi tu laisses pas tomber. Ou alors, à force d'avoir des refus, tu vas te décourager puis tu vas tout sacrer ça là. Donc, je dirais, n'écoute personne d'autre que ton cœur. Et en quelque part, ta mégalomanie dans ce domaine-là, parce que dans ce cas-ci, c'est un atout. Ça te permet de garder le cap. Et plonge. Parce qu'on a une seule vie à vivre. Fais ce qui te rend heureux. Si ça te rend heureux, si ça fait en sorte que quand tu te lèves le matin, c'est pas en bas d'un pont que tu as envie de te pitcher, c'est devant ton ordinateur, puis d'ouvrir ton scénario, puis de continuer à le développer, puis d'aller rencontrer des gens pour monter des projets, ben you're in the right track. Continue, mais prends pour acquis une chose. C'est un parcours, film de genre ou non. C'est un parcours très, très difficile. Alors, si tu cherches la facilité et l'argent, tu perds ton temps. Est-ce que tu te considères comme une femme ambitieuse? Oui. Oui, c'est important. Ben, en fait, je fais toujours cette petite distinction-là pour être bien citée.
je suis pas une personne ambitieuse dans ma vie de tous les jours. Donc, moi, si j'étais pas en cinéma ou si j'avais aucun désir de poursuivre en cinéma, je serais vraiment le genre de personne à me prendre probablement un petit diplôme dans lequel il y a quelque chose où où il y a une demande et probablement me revirer de bord avec une espèce de petit shack ultra modeste où je pourrais avoir quelques animaux puis un petit jardin et je finirais ma vie ainsi et pas plus que ça. Par contre, en cinéma, oui, je suis mégalomane. Je pense qu'on peut dire ça. Je vise très loin, très gros. C'est peut-être ce qui me tient en vie là-dedans, je dirais. C'est pour ça que je dis ma mégalomanie, dans ça peut être un allié. Mais mon ambition est vraiment là-dedans. Ceci dit, je suis une personne qui est très perfectionniste, mais au niveau des ambitions dans mon accomplissement personnel, c'est vraiment en cinéma, je dirais. Pour le reste, non. Mais c'est important de voir. Moi, en tout cas, moi, je l'applique aussi. C'est important de voir grand, tu sais, tes projets. C'est comme ça que tu atteins tes objectifs aussi. Il faut que tu te fixes des grands objectifs. Je sais pas si c'est propre au Québec, mais c'est peut-être quelque chose que j'aime de nos voisins du Sud. Il n'y a pas énormément de choses que j'aime, mais ça, c'est quelque chose que j'aime de nos voisins du Sud. C'est cette mentalité-là, typiquement américaine. J'aime pas la phrase think big, mais c'est cette permission-là qu'ils se donnent tous, peu importe leur statut, de voir grand. Ouais. Moi, je trouve que c'est beau en soi d'avoir des rêves et d'y croire. Est-ce que ça va fonctionner? Ça, on le sait pas. Est-ce qu'on va les atteindre? Ça, on le sait pas. Mais d'entretenir ça et de se dire, OK, on se donne toutes les chances. Comme je dis souvent, on fait ça en permanence quand on est dans ma situation, provoquer le destin. Oui, complètement, oui. Justement, c'est important, je pense, de garder ça, that's the spirit. C'est important de garder ça en tête. Je pense que ça nous aide des fois à se retrousser les manches puis à continuer puis à dire, hey, regarde, là, c'est comme là, moi, j'en ai fait plusieurs cours puis je vais en faire un autre puis j'ai comme 3 autres projets avec du court-métrage présentement. Mais moi, là, Isabelle Grondin, c'est un long que je veux faire. Alors, moi, je suis dans cette urgence-là présentement puis je dirais que je joue des années assez capitales de ma carrière et je suis très consciente de ça. Isabelle, malheureusement, la dernière question, est-ce qu'on a du fun dans notre industrie quand même à faire des films de genre où ça reste tellement difficile que ça écarte ce côté essentiel qu'on est supposé ressentir quand on fait un film, tu sais? Puis est-ce que toi, tu en as toujours du fun quand tu fais tes films? Je suis tellement contente que tu me demandes ça, là. C'est tellement une question qui vient du cœur. On n'a plus bien du fun, Vanessa, non? Ouais, c'est triste, hein? Non, on en a plus vraiment, je te dirais. En tout cas, surtout pas pour la période où on a à aller chercher des fonds. Moi, j'ai eu du plaisir à faire mes films à l'indépendant parce que j'avais une liberté de création. Wow, on se fait chier, on n'a pas de budget, mais on a une liberté de création. C'est sûr que on se le cachera pas, c'est extrêmement physique, c'est très difficile de faire un film de l'étape A à l'étape B. On devrait avoir du plaisir à faire ça. Ouais. Non, t'as raison. Ah non, en tout cas, moi, je te le dis, lâche pas. Puis si t'as besoin d'encouragement, ben tu m'appelles. Super film, Vanessa, puis je te remercie pour tes questions qui sont, je trouve, vraiment humaines. Bonne journée, Vanessa. Salut. Bye-bye. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous écouter. Merci de vous abonner, liker, partager et commenter. Alors voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien.